Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Hier, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai passé une bonne partie de ma journée à répondre à des médias, à des journalistes qui m'ont interviewé, qui m'ont cuisiné, je pourrais même le dire, en long, en large et en travers pour me faire sortir toute une série de choses et je vais vous en parler dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais vous lire un petit texte. Je lis rarement devant la caméra, mais le texte que j'ai reçu d'un de mes amis qui est dans le domaine médical, qui est à l'hôpital, qui soigne des patients. Et voilà, et c'est sur Facebook, et je me dois de vous le lire. Il m'écrit: voilà comment ça se passe, 3 points de suspension. Je vois les gens arriver sur leurs 2 jambes comme vous et moi, point. Un peu essoufflés, 3 points de suspension. En 1 heure, ils étouffent, 3 points de suspension. En 1h15, on les endort pour les intuber. 3 points de suspension. Entre parenthèses, c'est à ce moment-là que les patients nous prennent la main et nous regardent dans les yeux. 3 points de suspension. Un regard qui veut dire, 3 points de suspension, je ne me réveillerai peut-être jamais. 3 points de suspension. Un regard terrifié. Fermez la parenthèse. Et puis, en 1h30, ces gens sont en position ventrale parce que sur le dos, même intubés, ils ne peuvent plus respirer comme il faut. 3 points de suspension. Et là, commence une bataille entre le virus et le soignant. 3 points de suspension. Et malheureusement, arrivé à ce point, le virus est parfois souvent plus fort. 3 points de suspension. Voilà ce qu'on vit depuis des semaines et qui est loin d'être fini encore. 3 points de suspension. C'est ça que vous voulez voir pendant encore des mois. 4 points d'exclamation. Nous, non. 4 points d'exclamation. On ne tiendra pas le choc. Et ça, c'est sûr. 4 points d'exclamation. Quand je vois tous ces gens dehors aujourd'hui, j'ai envie de baisser les bras. 3 points de suspension. En disant qu'on fait tout ça pour rien. Tant que les gens ne comprendront pas qu'il faut rester enfermé, on se bat dans le vent. Ça, c'est une certitude. Voilà. J'en ai du mal à parler. Vous voyez, ça, c'est la réalité. C'est pas ce que vous disent les médias. C'est pas ce qu'on essaie de vous faire croire, mais c'est la réalité des professionnels sur le terrain aujourd'hui. Et c'est dramatique. Aujourd'hui, c'est dramatique. Voilà ce que vivent les gens qui sont nos soldats de la santé, qui sont au front aujourd'hui. C'est comme ça. Voilà. Et hier, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que je devais réfléchir un peu. Je vais réfléchir à ce que je vais vous dire. Et j'ai passé ma journée avec des journalistes, des médias traditionnels, dont j'ai toujours pensé qu'ils étaient indispensables, et je le pense encore. Mais j'ai été néanmoins déstabilisé par le type de questions qu'ils sont venus me poser. En effet, ils ne sont pas venus me poser des questions, vous savez, sur ce qui vous intéresse, vous. Non, ils se sont intéressés uniquement à la forme, me cuisinant pour savoir de quelle façon est-ce que j'allais gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube, me posant des questions, mais vous gagnez de l'argent avec ça, vous faites quelque... Je leur ai dit non. Attendez, ils ont déjà la réponse à cette question. Il n'y a qu'à aller sur ma chaîne pour vous rendre compte immédiatement que il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. C'est ma femme qui m'a, le week-end passé, dimanche passé, m'a dit: Pascal, tu as bientôt 20 000 personnes qui te suivent, donc tu pourrais quand même mettre une photo, arranger un peu. J'ai dit: ok, mon amour, s'il te plaît, fais-le-moi. Donc les journalistes, ils sont pas du tout à l'affût de savoir quel est le principe de précaution le plus élémentaire quand on ne sait pas ce qui se passe ou qu'on n'a pas encore des données précises dans un domaine ou un autre. Non. Ils cherchent à vous coincer en suivant ce que j'appellerais la ligne éditoriale qu'ils ont derrière eux, en protégeant finalement leur source de revenus. La brave journaliste qui me pose ces questions 4 fois la même chose pour essayer, comme je vous dis, de me coincer. Elle a un conflit d'intérêts. Elle reçoit un salaire à la fin du mois. Elle doit s'accorder avec la ligne éditoriale qui, si elle ne la respecte pas, fera en sorte que les annonceurs vont disparaître, donc ses sources de revenus. Moi, j'ai aucun conflit d'intérêt, j'ai une totale honnêteté intellectuelle, je vous livre brut de fonderie les données que je vais collecter 12 à 16 heures par jour. Et ces gens-là, ils s'attachent au fond, à la forme, excusez-moi, plutôt qu'au fond. Non, mais j'en perds le langage. C'est effarant.
Et oui, je vous dis, je ne comprends pas comment est-ce que nos médias comprennent pas le changement d'environnement, ne comprennent pas que l'information va vous arriver de gens qui sont coincés en Chine, qui utilisent des wired private networks pour essayer de passer entre les gouttes, de nous envoyer des petites informations quand ils le peuvent, que si on met ça au grand jour, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ces gens-là sont en danger de mort. Il y a 3000 exécutions capitales par année en Chine. Vous vous rendez compte du courage des gens qui nous transmettent des informations? Ou alors, est-ce que vous vous rendez compte des informations falsifiées qui nous arrivent de là-bas quand elles ont été checkées par les dirigeants? Enfin, j'arrête là. Donc, ce qui m'a frappé en particulier, c'est qu'ils ne font qu'essayer de confirmer leurs a priori et les idées toutes faites qu'ils se font, qu'ils se sont transmis les uns aux autres. Un des journalistes, ça m'a beaucoup intéressé, il n'a passé son temps qu'à essayer de confirmer ce que disaient d'autres confrères journalistes, plutôt que de s'intéresser aux messages. Donc, non seulement il n'avait pas regardé les vidéos, donc ça veut dire qu'il a aucune idée, il a regardé la vidéo qui a fait 1 million et demi, je sais plus combien de vues, et puis les autres, non, attendez, on n'a pas regardé ça, parce que sinon ils comprendraient mes motivations à vous parler. Enfin, j'arrête là, mais c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisé. Je me suis dit, mon Dieu, dans quel monde on vit? Les gens ne se font tellement plus confiance, comme je l'ai déjà dit, qu'on doit aller dans cette direction pour... enfin, comme je dis, j'en perds mon latin. Je veux juste revenir sur une chose qui me semble importante par rapport à ce que je vous ai lu au début de la présentation de cette petite webcast. C'est une étude de l'Imperial College of London qui date quand même de 8 jours. Bon, j'ai quelques jours de retard dans son utilisation. Et qui parle des personnes infectées. Et quel est le pourcentage de personnes qui vraisemblablement, et j'ai retenu juste 3 pays qui me semblent intéressants, c'est l'Italie, l'Espagne et la Suisse. Et en Italie, le Imperial College of London nous dit que vraisemblablement, avec une épidémie qui a été quand même majeure et très très destructrice, on serait en 3,2 et 26% de personnes contaminées. Mais leur chiffre sur lequel ils ont le plus de crédibilité est de 9,8%. En Espagne, on serait en 3,7 et 41%. Vous voyez que la fourchette est beaucoup plus large, c'est plus difficile parce que le testing n'a pas été fait de la même façon, mais vraisemblablement 15%. Et en Suisse, on est entre 1,3 et 7,6%, avec vraisemblablement 3,2% des gens contaminés. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que si on relâche le confinement et la discipline que les gens s'auto-imposent à ce stade, eh bien, on va avoir une explosion de nouveau de cas, vraisemblablement. Et puis, j'aimerais que vous vous prépariez psychologiquement à ce que ça dure. Je vous rappelle que l'immunité sociale, la herd immunity, comme on l'appelle, doit faire en sorte que entre 75 et 85% des gens aient développé l'immunité. Donc, ça veut dire que soit ils ont eu la maladie, soit ils ont été vaccinés. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin, quoique il y ait des pistes très prometteuses. Et je vous engage à aller regarder le site, la chaîne YouTube de Peak Prosperity, avec le docteur Chris Martinson, qui vous décrit ça en long, en large, et qui est vraiment très intéressant. C'est évidemment en anglais, mais ça vaut la peine. Il a fait un post il y a 2 ou 3 jours qui parle de ça. Et donc, ça veut dire que pour passer de 3,2% de la population contaminée, vraisemblablement selon l'étude de l'Imperial College of London, à 80%, il va falloir des semaines, des mois et des mois. Donc, il est vraisemblable que nous soyons plus ou moins confinés pendant encore longtemps. Or, une des seules façons de faire en sorte qu'on puisse déconfiner ou, j'allais dire, et terminer la quarantaine pour certaines personnes, c'est d'avoir un test non pas sur le virus, mais sur les anticorps, pour savoir qui est immunisé ou qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, il y a un article de l'Oxford University qui a essayé un test sur des anticorps et qui dit que ça n'est pas performant pour l'instant. Donc, ils ont plus de 50% de résultats qui sont non conformes. Ils ne vont pas utiliser ces tests et ils prévoient qu'avant 2 mois, ils n'auront pas un test sur les anticorps qui sera fiable.
qui permettra de dire à une personne, nous vous testons et nous vous garantissons que vous avez les anticorps, vous pouvez sortir. Les Allemands, qui ont fait à peu près les mêmes tests, prévoient plutôt qu'ils auront ce type de test seulement dans 3 mois. Voilà, une dernière nouvelle, et c'est pas forcément une très bonne nouvelle non plus, c'est que apparemment les chats, on a découvert, disons que dans des zoos, des animaux sauvages, des tigres, des félins, des tigres et des lions ont contracté le Covid-19 et ont été contrôlés positifs au virus SARS-CoV-2. Et si vraisemblablement ce sont des humains qui les ont infectés, et on a constaté les mêmes choses sur des chats. Donc ça veut dire que pour l'instant les instituts vétérinaires nous disent que le chat ne transmet pas à l'homme, mais c'est clair que si l'homme peut le transmettre au chat, le principe de précaution le plus élémentaire, ce serait de se dire attention, ça peut aller dans les deux sens. Alors ça soulève une autre question sur laquelle les virologues vont se pencher vraisemblablement, c'est comment se fait-il que le virus ait sauté ce qu'on appelle la barrière des espèces, qui en général rend étanche la capacité d'un virus de sauter d'une espèce à l'autre. Ça arrive. C'est probablement le cas pour le SARS-CoV-2, mais c'est une rareté, ça arrive rarement. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, que le virus mute à une grande vitesse, etc., etc.? Aucune idée. Mais aujourd'hui, le principe de précaution, c'est ne laissez peut-être pas votre chat domestique sortir, faites un petit peu attention, gardez-le à l'intérieur. Et par contre, pour les chiens, il n'y a pas de contamination pour l'instant officielle. Voilà. Je reviendrai sur cet aspect de trahison, non pas cette fois des médias, je crois qu'on se sera bien compris, mais plutôt vous donner des exemples dans le domaine de l'alimentation et dans le domaine de l'éducation, sur la façon dont, plutôt que de penser en utilisant son cerveau, les gens appliquent un processus, on laisse le cerveau à la maison, on applique le processus, et puis tout le monde se sent bien. C'est la meilleure façon de conserver son job, d'être en ligne avec le politiquement correct et tout ça et tout ça. Mais c'est gravissime d'un point de vue de votre capacité d'être en contact avec les informations qui vous sont vitales pour pouvoir adapter votre comportement à l'environnement qui est autour de vous. Voilà. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Paix à tous les citoyens de cette planète. Paix à vous. Peace out.